Bonjour mes amis, avec cette dernière offensive terroriste sur l'Irak et puis ce qui se passe en Syrie depuis 2 ans, eh ben, on assiste à un changement de paradigme absolument important, absolument unique dans l'histoire de la mouvance islamiste. Alors je vais essayer de vous l'expliciter. C'est que les islamistes ont toujours maintenu que jamais ils ne font de guerre d'agression. Ils ont toujours dit, nous on n'agresse personne, mais par contre on est attaqué de partout. Alors ils ont un petit peu ce délire de persécution, où chaque fois qu'ils commettent un crime, la réponse c'est oui mais on nous attaque. Avec ce qui se passe en Irak aujourd'hui par exemple, on voit des Irakiens qui sont véhiculés, qui sont mis dans des camions, et puis on voit une benne pleine d'êtres vivants, qui sont emmenés par des groupes terroristes venant de partout dans le monde, venant de France, de Belgique, d'Algérie, de partout, et qui vont les emmener dans le désert et les exécuter. Donc on a des étrangers qui exécutent des Irakiens en Irak. Alors ici, je vous demande, qui est chez lui, qui est l'agresseur? Elle vient d'où l'agression? Est-ce que c'est l'Irakien qui a agressé, ou est-ce que c'est celui qui a violé les frontières du pays, qui est arrivé pour massacrer sa population, qui a agressé? Donc, on assiste vraiment à un shift, à un changement de paradigme très important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très important, c'est quelqu'un qui m'avait rappelé par un commentaire. Vous savez, en Algérie, quand on a eu des massacres, c'est des massacres qui étaient complètement traumatisants pour la population. Et j'explique ça aussi aux Français, à certains Français qui sont un petit peu va-t-en-guerre, qui aimeraient bien qu'il y ait une guerre qui résolve leurs problèmes. Alors je vais vous expliquer comment la guerre peut résoudre tes problèmes. C'est-à-dire que, au départ, quand la guerre civile a commencé en Algérie, ou appelez-la comme vous voulez, je vais dire guerre civile juste pour simplifier, quand la guerre civile a éclaté en Algérie, il y avait des morts. Il y a eu des morts. On a par exemple un flic qui est mort. Qui a tué le flic? Très probablement un islamiste. Et puis on va trouver un islamiste mort. Qui a tué l'islamiste? Très probablement un flic. Ça signifie au début d'une guerre, on va dire les 3 premières minutes d'une guerre, les violences vont suivre une sorte de rationnel, une sorte de logique assez prévisible qui te donne l'impression que quelque chose est en train de se passer mais qui est complètement rationnel. Alors je vais te dire la suite. La suite, c'est que, soudainement, tu as un village où tout le monde est égorgé. Voilà. Où tu as une bombe qui explose dans un bus. Et à ce moment-là, toute ta tête fait tilt. Tu comprends? C'est un vrai traumatisme dans le sens où tu vois que la violence commence à suivre un chemin complètement aveugle. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de rationalité dans la violence, mais tu peux trouver des gens qui sont ni belligérants, ni menaçants, ni se trouvant par hasard sur un théâtre de conflit ou autre, des gens qui sont visés, donc des civils qui sont visés alors qu'ils ne représentent aucune cible stratégique. Alors, à ce moment-là, chez beaucoup d'Algériens, j'en faisais partie, il y a eu un choc, et les gens ne comprenaient pas qui pouvait réaliser ça. Les islamistes ont profité de ce doute, de ce questionnement pour dire, écoutez, c'est l'État qui le fait, juste pour nous accuser. Et en fait, beaucoup d'Algériens, j'en ai fait partie, avaient, on va dire, un intérêt psychologique à accepter cela. Pourquoi? Parce que les islamistes, il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas d'islamistes. Ça signifie que les islamistes étaient partout autour de nous. Les islamistes étaient nos frères, nos sœurs, nos parents, nos voisins d'en face, tout le monde. Ça signifie que la mouvance islamiste n'était pas une mouvance qui a été parachutée, c'est une mouvance qui était née de notre propre société. Donc, si vous voulez, personne n'arrivait à accepter, on était prêt à nous aveugler exprès, personne n'arrivait à accepter que ce soit des gens parmi nous, finalement, qui ont massacré l'école d'en face. Tu comprends? Parce que même quand A et B sont en guerre, et même quand tu es pour le clan A ou le clan B, tout à coup, quand une école pleine de gamins se fait massacrer, je veux dire qu'elle soit dans le camp pour lequel tu es pour, qu'elle soit dans le camp pour lequel tu es contre, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant et ton esprit n'arrive pas à accepter cela. Quand tu es un homme normal, bien sûr. Sinon, il y a des gens qui trouvent ça très bien. Si c'est dans le camp d'en face, il y a des gens qui trouvent ça très bien, c'est pas un problème. Alors, ce qui se passe, c'est que ce questionnement est resté ouvert. Il est resté ouvert jusqu'à maintenant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, vous savez,
le régime algérien, pour couvrir probablement ces crimes aussi, a créé une sorte de pardon national, etc. Une sorte c'était la loi de la réconciliation. Mais en fait, c'était qui interdisait d'enquêter, de parler ou de chercher sur les crimes passés. On enterre tout et puis on avance comme si de rien n'était. Ça a laissé plein de questions. Alors, le truc, je vous explique un truc très important. C'est que, à l'époque, il n'y avait pas quoi? Dans les années 90, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas des sites internet de partager de vidéos. C'est un élément très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est en train de voir un truc. Aujourd'hui, ces criminels, voyous qui viennent de partout, qui hier étaient des ivrognes, des voleurs, des violeurs, des pirates, n'importe quoi, qui ont fait de la prison et qui sont islamisés après 6 mois de prison et qui sortent et qui se donnent déjà le droit d'aller tuer des gens chez eux, eh ben, ces gens-là aujourd'hui, ils se filment quand ils commettent leurs crimes, ils se filment eux-mêmes et ils les mettent sur Internet. Voilà. Donc, le problème maintenant, c'est que les choses se sont bien simplifiées. Ça signifie que lorsqu'il n'y avait pas de vidéo, on disait, on ne sait pas qui tue. Vous savez, nous, Algériens, on était prêts à accepter que ce soit des Martiens qui soient venus tuer des gens. Vous comprenez? On était même prêt à accepter les théories de conspiration les plus folles. On était prêt à accepter que des gens de l'étranger se fassent parachuter la nuit pour massacrer nos villages et repartent par hélicoptère dans la nuit. On était prêt à accepter ce genre d'histoire, mais nous ne voulions pas admettre une seconde que ça pouvait être de chez nous. Maintenant, le truc, c'est qu'on voit des crimes similaires commis par des islamistes en Syrie, par exemple, ou en Irak, filmés par les perpétrateurs eux-mêmes, et puis mis en ligne. Donc à ce moment-là, on reconnaît quoi? On reconnaît le modus operandi. Ça signifie, on se dit, tiens, finalement, si je reviens 15 ans, 20 ans en arrière de tel et tel crime qui s'est passé en Algérie, je vois ici la même signature. Même si ça ne tiendrait peut-être pas devant un tribunal, mais intérieurement, ça permet de faire des parallèles et de savoir la signature de qui, de quelle signature est de quelle signature vient ce genre de crime. Voilà. Et ce que je cherchais à vous dire dans ma dernière vidéo, c'est que je ne vais plus détailler ce plan. Ça n'intéresse pas. Je considère aujourd'hui, j'ai vu la réponse à ma vidéo, et je considère qu'aujourd'hui, l'arabo-musulman, ça ne l'intéresse pas de savoir d'où vient la violence dans sa société, parce que son ego est tellement gonflé que même 200 000 morts, 400 000 morts, 1 million de morts, ne pliera pas son ego. D'accord? Ne le fera pas s'arrêter et ne le fera pas se poser des questions. Malheureusement, c'est comme ça. L'ego a atteint un niveau absolument, je ne sais pas. Donc, je vous disais, les révélations que nous donnent, les lectures que peuvent nous donner cette nouvelle évolution, on va dire, je vais allumer la lumière. Peut-être arrêter de faire des vidéos dans ce parking. Alors, un autre point super important. Je vais vous dire lequel. Aujourd'hui, pendant que la Syrie ou l'Irak se font envahir par des groupes, des hordes d'étrangers, des fois des enfants de 15 ans qui déjà sont là en train de tuer les habitants, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent sur Internet, n'est-ce pas, je me censure pour ne pas utiliser des mots que la veuve et l'orphelin ne peuvent pas entendre. Je disais que ils sont en train de diffuser des passeports. Alors, des gens fabriquent des passeports. Écoutez-moi bien, c'est très important celle-ci. En ligne, fabriquent des passeports. Avec le logo d'ISIS dessus. Et les mettre sur Twitter. Ça signifie quoi? Ça signifie que la Syrie n'existe plus. Ça signifie que l'Irak n'existe plus. Et ce qui existe, c'est ISIS. Et puis que n'importe qui dans le monde se reconnaît dans ce passeport d'ISIS. Je reprends. Ça signifie que, je vais vous le redire en d'autres termes, ça signifie qu'il y a un peuple
qui est sur une terre, et puis on va dans une zone très dangereuse là, qu'il y a un autre peuple qui dit, nous, par la volonté de Dieu, on a cette terre qui est à nous, donc j'arrive en Syrie, j'arrive en Irak, et qu'est-ce que je fais? Je dis, j'annule l'existence de vos pays, et puis maintenant je fabrique un passeport, et puis c'est Dieu qui m'a donné cette terre. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ça vous rappelle? Bien sûr, ça nous rappelle un fantasme qui est projeté, parce que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, elle n'est pas aussi simpliste que ça, même si ce qu'on raconte aux enfants, même si ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, elle arrive depuis la Torah, depuis l'arrivée de la Torah, tu arrives jusqu'à maintenant. Elle est très compliquée l'histoire. Mais en tout cas, ce schéma simplificateur a été introduit dans la tête de millions de gamins arabo-musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très heureux aujourd'hui de l'appliquer eux-mêmes et l'appliquer au détriment de qui? L'appliquer au détriment des populations d'Irak et des populations de Syrie qui sont en train de massacrer pendant que je suis en train d'enregistrer. Vous comprenez? Voilà la rationnelle. Alors, la vidéo que j'appelais à l'origine de la violence dans la société arabo-musulmane, je voulais expliquer un certain nombre d'éléments très, très objectifs, très concrets, qui font que le pauvre enfant arabo-musulman grandit dans des familles qui sont souvent très, très borderline, très, très marginales en termes de, on va dire, allez, je vais simplifier. Imagine que tu grandis dans une secte apocalyptique, d'accord? Ils grandissent dans littéralement une secte apocalyptique nécrophile. Ça signifie que il y a des parents arabo-musulmans aujourd'hui qui, sans se rendre compte, des fois en toute bonne foi, communiquent des éléments de nécrophilie et d'apocalyptisme à leurs petits-enfants. Voilà. Ça signifie que l'enfant, à 15 ans, il est capable de lire une ligne sur un forum, et il s'embarquera pour la Syrie, il ira tuer des gens, il ira égorger des gens. Il n'a pas besoin de plus qu'une ligne sur un forum. Pourquoi? Ce n'est pas le forum qui l'a endoctriné. Il faut arrêter de dire il y a des sites internet en ligne qui endoctrinent les gens. Il faut arrêter de dire ça, parce que c'est faux. Ce n'est pas cela, ce n'est pas là où les enfants sont endoctrinés. Les enfants sont endoctrinés dans les familles. C'est l'éducation arabo-musulmane aujourd'hui qui endoctrine les enfants et qui les rend très vulnérables, qui les rend très sensibles, très positivement sensibles aux appels de tuerie, de nécrophilie, de terrorisme, de tout ça. Voilà l'histoire. Alors bon, comme aucun système n'est parfait, ça marche pas chez tout le monde. Bien sûr, quelqu'un peut grandir dans une famille où le père se drogue, par exemple, devant tout le monde et ne sort pas drogué. Bien sûr, ça peut arriver. C'est pas une science exacte, ces choses-là, n'est-ce pas? Cela dit, si quelqu'un grandit dans une famille où la sœur se prostitue, la mère vole, le père se drogue devant la télévision, c'est clair qu'il a une chance de capter une saloperie de son environnement familial. Et puis ça expliquerait, sans justifier, ça expliquerait son parcours par la suite. Voilà. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un gamin de 15 ans qui se photographie avec des corps de gens qui ont été tués dans un autre pays, ne me dites pas que le gamin a été endoctriné par des sites internet, a été endoctriné par sa famille, encore une fois. Voilà. Je pense que c'est clair maintenant.